Jean-Jacques Goldman, l'homme qui s'est tu pendant plus de 40 ans face aux questions, aux souvenirs et aux légendes, parle enfin. Je n'ai jamais parlé de Johnny Hallyday, non par oubli, mais parce que certaines vérités ne peuvent être dites qu'après que le temps a cessé de blesser. Et si aujourd'hui je brise ce silence, c'est parce que ce nom a été mal compris pendant des décennies, et que ce qui s'est réellement passé entre deux figures opposées de la musique française n'a jamais ressemblé à ce que le public a toujours cru. La vérité que personne ne raconte, c'est que ma première rencontre avec Johnny n'avait rien d'évident. Alors pourquoi cette rencontre a-t-elle tout changé? En 1984, Johnny Hallyday n'était pas l'icône intouchable que l'histoire aime retenir. Il doutait. Ses derniers albums n'avaient pas trouvé leur public. Il avançait sans certitude, cherchant une nouvelle direction sans vraiment savoir laquelle. Derrière l'image du taulier, il y avait un homme inquiet, conscient que le public pouvait se détourner aussi vite qu'il avait applaudi. Moi, à l'inverse, je traversais une période d'équilibre rare. Mes chansons vivaient leur propre vie. Je n'avais rien à prouver, rien à reconquérir, et surtout aucune attirance particulière pour le rock français tel qu'il existait alors. Cette rencontre n'aurait probablement jamais eu lieu sans Michel Berger et Daniel Balavoine. Ils ont été les véritables déclencheurs, ceux qui ont cru qu'un dialogue était possible entre deux univers qui semblaient incompatibles. Ils ont insisté, presque provoqué ce face-à-face, convaincus qu'il se passerait quelque chose, même s'ils ignoraient quoi. Lorsque Johnny et moi nous sommes retrouvés pour la première fois, il n'y a pas eu d'éclair, pas de certitude immédiate, pas de sentiment de destin. Il y avait surtout une forme de prudence, presque de méfiance polie. Johnny observait. Moi aussi. Nous venions de mondes différents, avec des codes opposés. Lui vivait pour la scène, pour le contact direct, pour l'énergie brute du public. Moi, je cherchais le silence, le temps long, la précision des mots et des notes. Rien ne disait que ces deux façons de vivre la musique pouvaient cohabiter. Et pourtant, quelque chose a commencé à se déplacer, lentement. Pas une évidence. Une curiosité. Ce qui m'a frappé chez lui, ce n'était pas sa légende, mais ses doutes. Il parlait peu, mais il écoutait vraiment. Derrière le sourire et la posture, je sentais une attente, presque une fatigue. De mon côté, je n'avais aucune intention de m'adapter ou de séduire. Je restais fidèle à ma manière de travailler, sans calcul. C'est peut-être cela qui a changé le regard de Johnny. Il n'avait pas en face de lui quelqu'un prêt à se plier à ses habitudes. Avec le temps, la méfiance a laissé place à une forme de respect silencieux. Nous ne parlions pas encore de musique ensemble. Nous parlions de tout le reste. De la vie, du métier, des limites, de la solitude aussi. Cette relation s'est construite à l'écart des studios et des projecteurs. Avant même d'imaginer une collaboration, Johnny est devenu un copain. Pas un partenaire artistique. Pas un mythe. Un homme avec ses forces et ses failles. C'est là que la légende se trompe. On aime croire que tout a commencé par une chanson, par un succès, par une intuition fulgurante. En réalité, tout a commencé par une distance respectée. Aucun de nous n'a forcé les choses. Aucun de nous n'a parlé de destin. Ce lien s'est installé parce qu'il n'était pas pressé, parce qu'il n'était pas utile, parce qu'il n'avait pas d'objectif précis. Quand la question de travailler ensemble s'est finalement posée, elle ne venait pas d'une ambition commune, mais d'une confiance déjà installée. Johnny savait que je ne ferais aucune concession facile. Moi, je savais qu'il était capable d'écouter autrement que comme une star habituée à diriger. Cette lente construction a tout changé. Elle a posé les bases de ce qui allait suivre, sans que nous en ayons encore conscience. C'est souvent à ce moment précis que chacun se forge sa propre version de cette histoire. Et je serais curieux de savoir laquelle vous aviez en tête avant de l'entendre ainsi raconter. Car ce que nous avons bâti ensuite n'aurait jamais existé sans cette rencontre imparfaite, et ce qui est venu après mérite qu'on s'y attarde, pas à pas, sans raccourci. Si vous souhaitez soutenir ce travail et suivre la suite de cette histoire racontée de l'intérieur, vous pouvez vous abonner dès maintenant. Cela aide ce silence à continuer d'être entendu. La vérité inconfortable, c'est que Johnny n'avait jamais vraiment laissé quelqu'un d'autre diriger sa musique. Alors pourquoi a-t-il accepté de me laisser faire? Johnny fonctionnait à l'instinct. Il avançait avec le corps avant la tête. La scène était son territoire naturel, la foule son carburant, l'émotion immédiate sa boussole. Il sentait une chanson avant de la comprendre. Il la vivait avant de l'analyser. Toute sa carrière s'était construite ainsi, dans le mouvement, dans le contact direct, dans cette énergie presque animale qui le reliait au public. C'était sa force. Et aussi, parfois, sa limite. Moi, je venais d'un autre monde. J'avais besoin de silence pour entendre une idée. J'avais besoin de structure pour laisser naître une émotion. Le studio n'était pas un simple lieu technique, c'était un espace mental, presque intime. Chaque mot devait tenir debout. Chaque note devait avoir une raison d'être.
Je ne cherchais pas l'explosion immédiate, mais la cohérence profonde. Et surtout, je ne savais pas travailler autrement. Très vite, Johnny a compris que je ne serais pas un compositeur comme les autres. Je n'écrivais pas pour flatter. Je n'écrivais pas pour m'adapter à une image existante. Je n'écrivais pas pour servir une légende. J'écrivais comme je respirais, sans calcul, sans compromis. Pour la première fois, il se retrouvait face à quelqu'un qui ne cherchait pas son approbation, qui ne se pliait pas à ses habitudes, qui ne modifiait pas une phrase parce qu'elle sonnait mieux sur scène. Cette situation l'a déstabilisé. Je le voyais. Il était attiré par cette exigence nouvelle, par cette rigueur qui lui échappait jusque-là. Mais en même temps, il perdait quelque chose d'essentiel pour lui, le contrôle. Johnny avait toujours été le centre de ses projets. Là, pour la première fois, il devait écouter sans diriger, accepter sans dominer, faire confiance sans maîtriser. Dans le studio, cette tension était palpable, même lorsqu'elle restait silencieuse. Je demandais de recommencer une prise, puis une autre. Non pas pour la technique, mais pour l'intention. Johnny, habitué à imposer son tempo, se retrouvait à chercher une émotion précise, presque intérieure. Il acceptait, mais je sentais son inconfort. Il se demandait jusqu'où il devait aller. Jusqu'où il pouvait me laisser entrer dans son univers sans se perdre lui-même. Ce qui rendait cette situation encore plus complexe, c'est que je n'avais aucune volonté de le transformer. Je ne voulais pas faire un autre Johnny. Je voulais révéler quelque chose qu'il portait déjà, mais qu'il n'avait jamais exprimé de cette manière. Cela demandait un abandon qu'il n'avait jamais vraiment pratiqué. Et cet abandon, même temporaire, n'est jamais confortable pour un artiste habitué à diriger sa propre légende. Pourtant, il ne s'est pas braqué. Il aurait pu. Beaucoup l'auraient fait. Il est resté. Il a observé. Il a essayé. Entre nous, il n'y avait pas de conflit ouvert, pas de mots durs, pas de rupture. Il y avait une tension feutrée, presque élégante. Deux visions qui se frôlaient sans jamais totalement se confondre. Une attraction mêlée d'inquiétude. Je savais que cette opposition était fragile. Je savais aussi qu'elle pouvait devenir féconde. Mais à ce moment-là, rien n'était gagné. Johnny avançait sur un terrain qui n'était pas le sien. Moi, je travaillais avec une voix et une présence qui dépassaient mes repères habituels. Nous marchions ensemble, mais sur une ligne étroite, sans certitude sur l'équilibre. C'est souvent là que chacun projette sa propre lecture de cette relation, et je serais intéressé de savoir comment vous ressentez cette opposition. Car ce qui allait suivre ne serait ni une domination, ni une fusion, mais quelque chose de plus rare, et c'est précisément ce moment-là que je vais raconter maintenant. La vérité dérangeante, c'est que Johnny n'a jamais eu autant de succès que lorsqu'il a accepté de dépendre entièrement de quelqu'un d'autre. Pourquoi a-t-il pris ce risque? C'est lui qui est venu vers moi. Pas un producteur. Pas une maison de disques. Johnny lui-même. Après ce qu'il avait traversé, après les doutes, après les demi-réussites, il m'a demandé d'écrire un album entier pour lui. Pas une chanson. Pas un test. Un album complet. Cette demande n'avait rien d'anodin. Pour lui, c'était une mise en danger. Pour moi, c'était un défi que je ne pouvais accepter qu'à une condition très claire. Je n'ai posé que 2 règles. La première, je voulais une liberté totale sur les textes et les mélodies. La seconde, aucune interférence une fois le travail commencé. Pas de retouches dictées par l'image, pas de compromis pour la radio, pas d'ajustement pour la scène. Johnny a accepté. Sans négocier. C'est à ce moment précis que quelque chose a basculé. Pour la première fois de sa carrière, il renonçait consciemment au contrôle artistique qu'il avait toujours exercé. J'ai commencé comme je le faisais toujours. J'ai écrit cette chanson. L'idée était simple. Ils en choisiraient quelques-unes. Le reste serait oublié. C'était la règle du jeu. Puis le téléphone a sonné. On m'a dit que tout plaisait. Qu'il voulait un album entier. J'ai compris alors que j'avais touché quelque chose de juste. Pas parce que c'était spectaculaire, mais parce que c'était exactement là où Johnny se trouvait à ce moment-là. En studio, l'atmosphère était différente de tout ce que Johnny avait connu. Je dirigeais, calmement, sans élever la voix, sans flatter. Je demandais, je corrigeais, je recommençais. Johnny suivait, docilement, presque avec surprise. Lui qui avait l'habitude de décider acceptait de se laisser guider. Non par soumission, mais parce qu'il sentait que ses chansons lui appartenaient déjà, même si elles n'étaient pas nées de lui. Je travaillais sur l'intention, pas sur la puissance. Je voulais qu'il dise les mots avant de les chanter. Qu'il les comprenne avant de les projeter. Parfois, cela l'agaçait. Souvent, cela le déstabilisait. Mais il revenait toujours au micro. Encore. Et encore. Jusqu'à ce que l'émotion soit juste.
Pas spectaculaire. Juste. Quand les chansons ont commencé à prendre forme, je savais que nous tenions quelque chose de rare. Je te promets n'était pas une déclaration facile. C'était une promesse fragile. L'aura n'était pas un effet de tendresse calculé. C'était une intimité mise à nu. L'envie n'était pas un cri de scène. C'était un sursaut intérieur. Johnny ne jouait pas ses chansons. Il les habitait autrement. Et le public l'a immédiatement senti. À la sortie de l'album Gang, tout a changé. Le succès a été immédiat. Brutal. Incontestable. Johnny retrouvait une crédibilité que beaucoup pensaient perdue. Une nouvelle génération l'écoutait. Les radios suivaient. Les salles se remplissaient à nouveau. Sa carrière venait d'être sauvée, mais pas comme avant. Elle était transformée. De mon côté, cet album a marqué un autre tournant. Il prouvait que je pouvais écrire hors de mon univers sans me trahir. Que je pouvais travailler avec une voix, une histoire, une mythologie qui n'était pas les miennes, tout en restant fidèle à ma manière de créer. Ce n'était pas une adaptation. C'était une rencontre maîtrisée. Mais ce succès avait un revers. Plus l'album grandissait, plus une forme de dépendance silencieuse s'installait. Johnny savait que ses chansons avaient changé la perception que l'on avait de lui. Il savait aussi qu'il n'en était pas à l'origine. Cette conscience n'était ni confortable ni simple à porter pour un artiste habitué à être seul maître de son destin. Entre nous, rien n'était dit. Mais tout était là. Le triomphe public masquait une réalité plus complexe. Une réussite partagée, mais pas vécue de la même manière. Une victoire qui rapprochait autant qu'elle séparait. Et c'est souvent à ce moment précis que chacun commence à relire cette histoire à sa façon, selon ce qu'il admire ou ce qu'il soupçonne. Car derrière ce succès éclatant, une autre vérité commençait déjà à se dessiner, plus discrète, plus trouble, et c'est précisément cette zone d'ombre que je dois maintenant éclairer. La vérité que peu acceptent, c'est que Johnny n'a jamais admiré aveuglément ceux qui l'ont sauvé, alors que cachait vraiment son regard sur moi. Après le triomphe, le récit public s'est figé. Une amitié parfaite. Une entente totale. Un tandem évident. C'était rassurant. C'était simple. Mais ce n'était pas exact. Autour de Johnny, certains savaient. Des proches. Des observateurs attentifs. Des biographes aussi. Ils disaient à voix basse que l'admiration n'était pas entière, que le respect se mêlait à une méfiance sourde, parfois à une forme de condescendance difficile à nommer. Pas ouverte. Jamais assumée. Mais bien réelle. Je l'ai ressenti sans qu'il soit nécessaire de l'exprimer. Johnny et moi ne mettions pas le même sens derrière le mot artiste. Pour lui, l'artiste existe dans le regard de l'autre. Sur scène. Dans l'instant. Dans la vibration collective. Il se nourrit de l'énergie reçue et la renvoie amplifiée. Pour moi, l'artiste existe d'abord dans le retrait. Dans le doute. Dans la construction lente. Dans la fidélité à une idée, même lorsqu'elle n'est pas immédiatement séduisante. Ces deux définitions peuvent cohabiter. Elles ne se confondent jamais. Le succès de l'album a accentué cette divergence. Johnny retrouvait la lumière, mais il savait que cette lumière n'était pas née de son impulsion habituelle. Il incarnait des chansons qu'il n'avait pas façonnées selon ses réflexes. Cela créait un inconfort subtil. Être porté par une œuvre tout en sentant qu'elle vient d'ailleurs n'est pas simple quand on a bâti sa légende sur la maîtrise et l'instinct. Cette tension n'a jamais explosé. Elle s'est installée. Silencieuse. Persistante. Le cas de Laura est devenu le symbole de cette incompréhension. La légende raconte une chanson écrite en une nuit, dans un élan presque magique, comme un cadeau direct à Johnny. C'est une belle histoire. Elle fait rêver. Mais elle simplifie à l'extrême un processus bien plus rigoureux. Oui, l'élan a existé. Oui, la nuit a compté. Mais cette chanson s'inscrivait dans un ensemble, dans une recherche précise, dans une compréhension profonde de la voix et de la sensibilité de Johnny à ce moment précis. Ce n'était pas un geste romantique improvisé. C'était un travail pensé, ajusté, assumé. Laura a touché juste parce qu'elle était construite pour cela. Pas parce qu'elle était miraculeuse. Et c'est là que le malentendu s'est cristallisé. Johnny aimait les faits. Il aimait la réaction du public. Il aimait ce que la chanson faisait de lui sur scène. Mais il n'aimait pas toujours l'idée qu'une telle justesse puisse venir d'un cadre qu'il ne contrôlait pas entièrement. La reconnaissance était là. L'adhésion, moins évidente. Je n'ai jamais cherché à être admiré. Mais j'ai compris que cette absence de fascination pouvait devenir une gêne. Johnny respectait mon travail. Il ne cherchait plus forcément à le comprendre. Entre nous, la distance s'est faite plus nette, plus polie. Le succès n'a pas créé une fusion. Il a mis en lumière d'une divergence que le silence masquait jusque-là.
C'est souvent à ce moment que l'on se trompe. On confond réussite et harmonie. On imagine que des chansons aimées suffisent à unir durablement ceux qui les ont créées. La réalité est plus nuancée. On peut créer quelque chose de fort sans partager la même vision de ce que cela signifie. On peut se rejoindre artistiquement sans se reconnaître pleinement humainement. Je garde de cette période un sentiment mêlé. De la fierté, bien sûr. Mais aussi la conscience que certaines collaborations brillent précisément parce qu'elles ne cherchent pas à durer autrement que dans l'œuvre. Cette vérité dérange parfois ceux qui préfèrent les récits simples, et je me demande comment vous la recevez, vous, maintenant que les mythes s'effritent un peu. Car cette distance assumée va expliquer ce qui s'est produit ensuite, lorsque le temps, la discrétion et le retrait ont définitivement redessiné notre histoire. Si vous souhaitez continuer à suivre cette histoire racontée depuis l'intérieur et soutenir ce travail discret, vous pouvez vous abonner. Cela permet à cette parole rare d'exister. La vérité silencieuse, c'est que notre histoire ne s'est pas terminée par une rupture, mais par un éloignement assumé. Pourquoi ce retrait a-t-il compté plus que tous les hommages? Après l'album, les collaborations se sont espacées. Rien de brutal. Rien d'officiel. Simplement un rythme qui ralentit. Les projets communs devenaient ponctuels, presque exceptionnels. De mon côté, je ressentais le besoin de m'effacer. La lumière m'avait toujours mis mal à l'aise. Je n'ai jamais aimé occuper l'espace public plus que nécessaire. Johnny, lui, continuait d'avancer dans ce qu'il connaissait le mieux. Les tournées, les plateaux, les foules, les applaudissements. Chacun suivait sa pente naturelle. Je me suis retiré progressivement. Pas par lassitude, par cohérence. Créer dans l'ombre, laisser les autres porter les projecteurs, cela avait toujours été ma manière de faire. Johnny a fini par comprendre que ce retrait n'était pas un rejet. C'était une fidélité à moi-même. Nous nous respections à distance. Sans grande déclaration. Sans scène finale. Une relation qui se prolongeait dans le non-dit. Quand la maladie est arrivée, je n'ai rien dit. Pas un mot. Pas un communiqué. Pas une phrase pour les journaux. Certains l'ont mal interprété. Ils ont parlé d'indifférence, d'absence, de froideur. Ils n'ont pas compris que, pour moi, la parole publique n'avait aucune légitimité dans ce moment-là. La souffrance n'appartient pas au micro. Elle n'a pas besoin d'être commentée pour exister. Le silence était la seule posture qui me semblait juste. Je savais ce que Johnny représentait pour le pays. Je savais aussi ce qu'il représentait pour ceux qui l'aimaient vraiment. Je n'avais rien à ajouter. Parler aurait été me placer là où je n'avais jamais voulu être. Au centre. À la disparition, je suis resté fidèle à cette ligne. Pas d'hommage spectaculaire. Pas de souvenirs racontés sur les plateaux. Pas de nostalgie mise en scène. Ce n'était ni du mépris ni de la distance. C'était une forme de respect. Johnny appartenait à la scène, à la foule, à la mémoire collective. Moi, je n'ai jamais voulu appartenir qu'aux chansons. Ce contraste, qui nous avait rapprochés un temps, nous séparait désormais naturellement. Sa mort a scellé quelque chose sans l'interrompre. Notre collaboration s'était déjà transformée en héritage. Elle n'avait plus besoin de mots. J'ai observé, en silence, les réactions, les larmes, les discours. Je comprenais l'émotion. Je la partageais autrement. À l'intérieur. Sans la livrer. Il n'y avait plus rien à expliquer. Plus rien à justifier. Les chansons parlaient déjà pour nous deux. Elles continuaient de vivre sans que nous ayons à les défendre. Avec le recul, je sais que ce choix du silence dérange encore. Il va à l'encontre des attentes. Il ne rassure pas. Il ne ferme pas les récits. Mais il correspond à ce que j'ai toujours cru. Certaines relations ne se concluent pas par des mots. Elles se laissent simplement rejoindre par le temps. Je suis conscient que chacun interprète ce silence à sa manière, et je serais curieux de savoir comment vous le ressentez. Car ce retrait n'est pas une fin, mais une transition, et ce qui demeure après tout cela mérite d'être regardé autrement, dans ce dernier temps où seule l'œuvre reste. The most unsettling truth is this. Greatness was born between us not through understanding, but through distance. So what does that say about art itself? When you look back now, you do it without bitterness and without illusion. You feel respect first. Respect for a man who could inhabit a song in a way I have rarely seen. Johnny did not interpret lyrics. He lived inside them. He carried words with his body, his breath, his scars. Once a song reached him, it no longer belonged to its author. It became his. That was his rare gift, and I never denied it. I also feel a quiet regret. Not the regret of what was not said, but of what could never fully be shared. We stood close, yet never truly side by side.
Our worlds touched without merging. I accepted that long ago. I do not idealize what we were. I do not rewrite the past to make it warmer than it was. What we created was strong precisely because it was not sentimental. Certains songs outlived everything else. Gang did not just mark a comeback. It marqued la transformation. Laura became more than a title. It became a place where tenderness and restraint could coexist. Jet Promet's was not a declaration meant to seduce. It was a fragile vow, carried by a voice that knew how easily promises break. L'envie was not a cry for the stage. It was an inner movement, a quiet refusal to disappear. These songs survived because they were honest in their tension. Johnny was one of the few artists capable of surrendering himself completely to a song without trying to dominate it. On stage, he could appear larger than life. Inside a melody, he could become vulnerable, almost transparent. That contrast defined him. It is also what made our collaboration possible, and limited it at the same time. I never believed that great art requires harmony between those who create it. Sometimes it requires friction. Sometimes it requires misunderstanding. Sometimes it requires two people who respect each other without ever fully agreeing on what they are doing. What mattered was not that we shared the same vision of the world. What mattered was that, for a brief moment, our differences produced something that neither of us could have created alone. Time has stripped away the noise. The anecdotes no longer matter. The interpretation fade. What remains are songs that continue to breathe without us. That is the only legacy I recognize. Not a friendship mythologized. Not a conflict dramatized. Just traces of truth left in music. If there is a lesson to take from this story, it is a simple one. Great art does not always come from people who understand each other. It sometimes comes from those who accept that they never will. And I am curious to know whether you see that truth as something comforting or unsettling, now that the silence has finally spoken.